Il est 19h30, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le Guyane Soir. À la une, ce 12 juillet, l'inquiétude des habitants de Fayard. Près d'un mois après la collision mortelle entre un jet ski et une pirogue sur l'Oyac, ils attendent toujours la sécurisation du fleuve près de leur village. L'une est amérindienne et fait du savon à base de manioc. L'autre, corussienne, fabrique de l'huile pour favoriser la repousse des cheveux. Loana et Serette ont été primées en tant qu'étudiantes entrepreneurs. Rencontre à suivre dans ce journal. Ils seront en concert demain soir sur la scène de l'Ancre à Cayenne. Aurore Hugolin et Laurent Delassus proposent un voyage musical unique allant de la soul à l'opéra. Nous avons pu assister cet après-midi à leur répétition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Un peu plus de 3 semaines après l'accident tragique entre un jet ski et une pirogue faisant au passage une victime sur l'Oyac à proximité du village de Fayard à Roura, à Roura, les habitants attendent toujours la sécurisation du fleuve. Sur place, les courses de bateaux et de jet ski ont repris de plus belle. C'est donc tout un village qui se sent aujourd'hui abandonné et mis en danger. Jocelyne Elgouache, Clotilde Séraphin-Georges. Francky Johan était dans la pirogue ce dimanche du 18 juin, au moment de l'accident qui a coûté la vie à Bernard Jazot. Le jeune homme du village Favard a été percuté par un jet ski qui roulait à vive allure. Près d'un mois plus tard, malgré cet accident mortel, rien n'a changé sur le fleuve Oyac. La semaine, c'est très calme. Et à partir de vendredi, samedi, dimanche, le week-end, il y a beaucoup de jet ski, quoi. C'est tout le temps comme ça, tous les week-ends. Ils font des rodéos, ils font la course, enfin voilà. Cet accident a traumatisé les Amérindiens du village Favard. Malgré les vacances scolaires, aucun enfant ne se risque à aller nager dans le fleuve. Les habitants craignent un nouvel accident. C'est pas vraiment les gens pour aller faire les courses à Aura. Donc nous, en tant qu'Amérindiens, donc à marée basse la nuit, donc nous on fait des chasses avec de l'eau frontale au niveau du bord de la berge. Donc après ce drame-ci, donc alors là on se méfie un peu de ce rang de la nuit, donc au niveau de la berge, même avec l'eau frontale, on ne sait pas quand est-ce que le danger arrive. Les villageois demandent la mise en place de panneaux ou de balises indiquant aux plaisanciers leur passage devant Favard, réclamant aux autorités de prendre des mesures pour assurer la sécurité des villageois et des piroguiers. On veut avoir plus de sécurité. On demande à l'État, et la préfecture, à la CTG, à la gendarmerie de faire leur boulot convenablement et de venir en aide, trouver une solution le plus rapide pour avoir de sécurité pour nos enfants. Aujourd'hui, on a perdu une, on ne veut pas perdre une autre. La commune de Roura a interpellé la préfecture et la gendarmerie pour demander le renforcement des contrôles sur le fleuve Oyac. Déjà un mois que le centre hospitalier de Kourou est bloqué par un mouvement de grève. Les discussions semblent rompues entre la direction et l'Union des travailleurs guyanais qui a appelé à la mobilisation. Cette dernière a convié la presse ce matin pour dénoncer une fois de plus la politique menée au sein de l'établissement. Politique qui mettrait à mal la pérennisation des soins. L'UTG craint en effet que l'hôpital de Kourou ne soit démantelé. On fait le point avec Véronique Betts, Patrick Clark et Séfiane Dei. Entre ces deux images, un mois presque jour pour jour, et rien n'a vraiment évolué. Malgré 2 médiations, les discussions sont toujours au point mort. Jusque-là, nous n'avons pas eu de réponse écrite sur les points de revendication que nous avons déposés. Et ça commence à être fatigant. Un changement tout de même, une partie du personnel, notamment des médecins, a signé une motion de soutien à la direction. Selon eux, les grévistes interprètent mal les discussions des séminaires de préparation du futur CHRU. Le centre hospitalier de Kourou n'est pas pour le collectif menacé, au contraire, il progresse. Nous avons aujourd'hui des soins qu'on a définis, des soins qui étaient médiocres. En 2018, le CHK a été certifié en lettre D. Le mois de janvier 2022, on est en lettre B. Donc ça veut bien dire qu'on s'est mis au travail. Et si ce collectif a souhaité s'exprimer, c'est parce que nous rendons compte que notre réputation finalement au CHK, elle est simplement salie. La direction du CHK confirme et dit investir pour moderniser l'hôpital et en faire un pilier du futur CHRU, notamment pour la chirurgie.
l'hôpital de Kourou a des atouts à mettre en avant, notamment sur ses compétences chirurgicales. On est également, nous, sur cette année, dans une année importante en matière d'investissement, puisque nous avons pu bénéficier de crédits européens pour réinvestir sur nos équipements biomédicaux en particulier. Donc on est sur une très grosse opération d'investissement pour rénover le bloc opératoire d'un côté, le service d'imagerie de l'autre, et puis tout un certain nombre d'autres travaux dans les autres services de l'hôpital. En attendant, les deux parties ne se parlent plus et l'UTG menace de durcir le mouvement. Et on reste à Kourou, où les techniciens de l'Agence spatiale européenne s'apprêtent à passer une nouvelle étape sur les essais de mise au point d'Ariane 6. Demain, ils vont allumer le moteur de la fusée sur sa zone de lancement, un test inédit qui conditionne la date du vol inaugural. Les précisions de Jean-Gilles Assard. Ariane 5 partie, les regards se tournent vers Ariane 6. La voilà sur sa zone de lancement depuis novembre 2022 pour des essais de compatibilité avec les équipements au sol. On est bien. Les tests combinés, c'est les tests où on met un modèle des lanceurs sur le pas de tir et on fait des tests des connexions électriques, des fluides, toute la fonctionnalité. On fait des tests de chronologie électrique. Ça se passe très très bien. Dès ce jeudi, une nouvelle étape devrait être franchie avec un test d'allumage de l'étage principal sur le banc pour une courte durée. Une première pour Ariane, afin de vérifier au plus près de la réalité le bon fonctionnement de cet étage. Tous les systèmes fluides, des systèmes sol qui vont être mis en œuvre ensemble avec les lanceurs. Et tout ça doit fonctionner parfaitement ensemble. Et ça, on n'a pas essayé sur ce lanceur-là. Et on le fera pour la première fois. Et là, on pourrait apprendre des anomalies, des petites corrections qui doivent être faites à la fois au niveau sol, à la fois au niveau lanceur. Des milliers de capteurs permettront de contrôler le bon fonctionnement du moteur. Les résultats seront étudiés minutieusement avant d'autoriser les autres étapes des essais. On espère que ça va aller bien, mais il y a beaucoup de choses qui doivent aller bien au même temps. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des tests critiques. Si cet essai est concluant, il devrait être suivi d'un test de mise à feu longue durée de l'étage principal. Alors qu'en Allemagne, l'étage supérieur subira le même sort. L'Agence spatiale européenne espère, dès l'analyse des résultats, annoncer la date de début de la campagne du vol inaugural d'Ariane 6. Et ce mardi, nous assistions à la remise de prix de l'entrepreneuriat à l'Université de Guyane. Un prix décerné à 17 étudiants qui ont suivi durant une année des modules, séminaires et ateliers sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Parmi eux, Loana Djimé et Serette Vig, dont les projets primés mettent en valeur les produits et pratiques locales. C'est le portrait croisé de cette édition signé Thierry Merlin, Séfiane Dehi et Frédéric Larzabal. Un moment pour la... Loana Djimé n'est pas peu fière en nous présentant son savon à base de manioc. Un produit innovant et traditionnel qu'elle tient de ses origines amérindiennes. J'ai regardé énormément de documentaires sur les Amérindiens et tout. Et puis mes parents et mes grands-parents, eh bien, ils aimaient bien perpétuer la tradition amérindienne. Et c'est ainsi que j'ai pu concevoir ce savon-là. Il y a des copeaux de savon de Marseille et il y a également de l'hydrolat de rose ou alors de l'hydrolat d'orchidée et de la farine de manioc et de l'huile de coco aussi bien sûr. Autre étudiante entrepreneuse, autre projet, celui initié par cette Kouroussienne, Serette Vig, pour qui l'entretien du cheveu crépus n'a plus de secret, car chez elle à Kourou, dans son mini-laboratoire, elle transforme ses feuilles et ses épices en huile et en pommade et qui semble favoriser la repousse des cheveux. J'ai arrêté les défrisants en 2020. Donc j'ai commencé à utiliser le gingembre, le persil et après j'ai trouvé le romarin et j'ai commencé à les mélanger avec de l'huile de ricin noir. Et au bout de 2 ans, j'ai eu ces résultats. Loana et Serette, 2 exemples, 2 étudiantes d'une université de Guyane à l'origine de ce diplôme d'étudiant entrepreneur.
L'initiative privée est très importante, surtout pour un territoire en construction comme la Guyane. Et on essaye d'initier chez nos étudiants les capacités, les compétences qui vont les conduire à devenir de futurs chefs d'entreprise. Comment ça va se passer pour l'avenir ? Alors mon objectif, c'est de faire commerce et bien sûr d'exporter un peu partout dans le monde pour que les gens puissent connaître la tradition amérindienne. C'est le but justement de commercialiser tout ça. Je précise que j'ai déjà fait un test, on va dire un mini-test sur le marché. On a réalisé 800 ventes sur Kourou, Cayenne et Rémire. Donc on peut dire que c'est innovant. Pour ces deux étudiantes, deux pépites guyanaises qui réussissent donc à allier études et entrepreneuriat tout en valorisant les produits et les pratiques locales. Comment soutenir la parentalité en Outre-mer? C'est pour répondre à cette question, adapter les politiques publiques en la matière qu'un rapport sénatorial a été ordonné. Rapport porté par 4 parlementaires, dont la Guadeloupéenne Victoire Jasmin et le Saint-Pierrais Stéphane Artano, qui ont rendu leurs conclusions ce mardi devant la presse. Plus de précisions avec Raël Moine, Massimo Bulgarelli et Emmanuel Gir. Être parent dans les Outre-mer. Pour les sénateurs, c'est 5 mois de travail et plus de 120 personnes auditionnées, à Paris, en Guadeloupe et dans les îles du Nord. Ce rapport est le produit des délégations aux Outre-mer et aux droits des femmes du Sénat. Un constat sans surprise, naître en Outre-mer, c'est arriver dans une famille monoparentale dans un cas sur 2 aux Antilles, c'est avoir une mère de moins de 20 ans dans 10% des naissances, isolée, puisque 66% des enfants ne sont pas reconnus par le père. C'est avoir des parents non francophones à Mayotte et en Guyane, et c'est grandir dans un drôme où 77% de la population est bénéficiaire d'au moins une prestation de la CAF. Aujourd'hui, les modèles, quels qu'ils soient dans nos territoires, se respectent tous. Et loin de la volonté des rapporteurs et des délégations de porter un jugement, bien au contraire, ce qu'on veut, nous, c'est que nos moyens de la puissance publique soient mis à contribution pour aider ces modèles à évoluer au regard des grands bouleversements que nous connaissons. 3 objectifs dans ce rapport. Cerner la diversité et les spécificités des structures parentales, identifier les actions de soutien à la famille et formuler des recommandations. Une vingtaine, comme généraliser les observatoires de la parentalité ou faciliter l'accès aux services au travers d'un réseau à guichet unique dans les maisons France Service par exemple. Nous avons eu à discuter avec Madame Charlotte Cobel, qui est ministre déléguée justement pour la petite enfance et qui a pris une part active, sauf que ce n'était pas encore validé. Donc nous voulons mettre en œuvre les différentes politiques publiques. C'est vrai qu'on est en fin de session, mais je crois qu'il y a une volonté gouvernementale. Le service public de la petite enfance lancé par Elisabeth Borne le 1er juin devrait accroître de façon significative les solutions d'accueil. 5,5 milliards d'euros pour 100 000 places de crèches supplémentaires d'ici à 2027, puis 200 000 de plus à l'horizon 2030 sur tout le territoire national. Dans l'actualité également, ce changement de direction à la tête du RSMA de Guyane. Après 2 ans à la tête du régiment, Lionel Guy laisse la place à Roméo François. C'est à Saint-Laurent-du-Maroni qu'a eu lieu ce matin la passation de commandement en présence de Terence Moy. Après 2 années passées à la tête du RSMA de la Guyane, c'est l'heure de passer le commandement pour le colonel Lionel Guy, l'ancien chef de corps du RSMA, sous l'œil du préfet, d'élus locaux, et surtout des jeunes stagiaires du service militaire adapté qui se sont tous réunis à Saint-Laurent pour cette journée particulière. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et s'assurer de notre reconnaissance pour ton engagement ces 2 dernières années. La Guyane m'a tout donné, plus que ce que j'espérais. Les hommes que j'ai eu la chance de commander m'ont donné plus que ce que j'espérais. Et les jeunes que j'ai commandés, les jeunes Guyanais que j'ai eu la chance de commander, m'ont donné beaucoup plus de sourire que ce que j'espérais. Et finalement, au bout de ces 2 années, eh bien, je pars d'une certaine façon avec le sentiment du devoir accompli. C'est qu'une brique posée sur l'immense mur de la Guyane. Voilà, nous sommes tous des bâtisseurs et bien évidemment la mission n'est pas terminée. Éradiquer la misère, combler le déficit d'éducation, c'est sans fin. Mais je pars en disant que moi aussi, j'ai posé une brique sur le chemin de la réussite de tous ces jeunes. C'est désormais le colonel Roméo François, le nouveau chef de corps du RSMA de la Guyane. Il espère poursuivre les bons chiffres de son prédécesseur. Plus de 800 jeunes recrutés en 2022, un taux d'insertion à plus de 85% sur la même période et des nouveaux services novateurs créés tels que le Fab Lab pour lutter contre l'électronisme. Rassemblé, colonel François, chef de corps, à vos ordres mon général.
Voilà, moi je remercie mon prédécesseur, le colonel Guy, pour tout le travail qu'il a fait pendant 2 ans. Voilà, bien évidemment, je vais poursuivre son action. Et je dirais en termes de priorité ou d'idées pour continuer à faire progresser le régiment, je pense qu'il y a l'idée encore de mieux connecter, mieux interconnecter le régiment avec tous les services qui travaillent au service de la jeunesse guyanaise. Donc c'est ce sera probablement un de mes leitmotifs pendant les 2 ans. Le colonel Roméo François va rester 2 ans au commandement du RSMA. Chaque année, ce sont près de 800 jeunes qui sont formés dans les 4 compagnies réparties sur tout le territoire. Ce qui nous emmène à notre série consacrée au 14 juillet. Ce soir, direction Montlouis, dans les Pyrénées-Orientales, où se situe l'un des centres d'aguerrissement du CNEC, le Centre national d'entraînement commando, qui compte en son sein des instructeurs et stagiaires ultramarins. Présentation avec Gervais Nietzsche, Agathe Tournou. Au cœur de la citadelle de Montlouis, à quelques encablures de l'Espagne, l'héliport prend les allures d'un ring. En action, une vingtaine de stagiaires. Ce sont de jeunes lieutenants de la division d'application de l'armée de terre. Issus de l'infanterie, de la cavalerie, du génie, du train, de l'artillerie, ils suivent le cours C4, combat corps à corps adapté au combat de haute intensité. Donc c'est une percussion, d'accord ? La saisie à 2 mains, il vient. Zoom sur la riposte en cas de saisie. La finalité est de savoir répliquer avec rapidité et une violence assez soutenue pour pouvoir reprendre l'ascendant sur l'ennemi ou l'assaillant. Le cours est dispensé par 2 instructeurs du Centre national d'entraînement commando. Le sergent David est un combattant de MMA, Mixed Martial Arts. On touche un mur. Allez, on revient. Ces jeunes officiers se préparent à un raid. Un peu plus loin, leurs futurs adversaires, eux, s'entraînent aux techniques de franchissement vertical. Ce sont des stagiaires qui viennent de plusieurs régiments, parmi eux une dizaine d'ultramarins. C'est du rappel en descente. Et ça sert à quoi alors ? Pour descendre des franchissements avec armement, sac, au cas où si on ne peut pas descendre d'une autre manière qu'en rappel. C'est pas souvent qu'on fait les descentes en rappel. Du coup là on a appris des nouvelles techniques de faire des nœuds, tout ça. Le 1er régiment de choc est une unité de l'armée de terre qui forme des soldats à l'aguerrissement. L'objectif, développer chez eux une vraie force morale. Par an, on reçoit à peu près entre 2000 et 2500 stagiaires. Voilà, donc un stage normal dure 4 semaines. Ils font 2 semaines ici, 1 semaine à Collioure et 1 semaine de Rennes-Synthèse en fait. Le 1er régiment de choc a pour devise « On pointe toujours ». C'est l'héritier du 1er bataillon de choc créé en 1923. L'unité fête cette année ses 80 ans. Son fanion sera porté très haut le 14 juillet sur les Champs-Élysées par un détachement d'une 50aine de commandos. Retour en Guyane où le poste de gendarmerie provisoire de Saint-Élie a été inauguré ce mardi, soit 4 mois après son installation. En plus d'assurer une mission de sécurité publique, les militaires sur place luttent également contre l'orpaillage illégal dans la zone. Plus de précisions dans cet article signé Ludmilla Lewis à retrouver sur notre site guyane.lapremière.fr. Dans la région, on s'arrête à présent en Martinique, où Dylan Huil, favori de la sélection guyanaise sur le tour cycliste, conserve son maillot jaune à l'issue de la 5e étape entre Rivière-Salée et Macouba. L'étape jugée redoutable a cependant été remportée par le Guadeloupéen Benjamin Leny. Mais nous, on va écouter Dylan Huil au micro de Stéphane Lupon. L'objectif était de garder le maillot jaune coûte que coûte. Donc avec le formidable travail de l'équipe, on a réussi à garder le maillot. La fin était très très dure. Soraka a réussi à faire la différence. Je ne sais pas combien de temps on perd sur lui, mais au final on garde le maillot, donc c'est positif. Et on verra pour les prochains jours comment faire. Dylan, à un moment, on vous a vu ne pas laisser de relais à Damien Ursel dans votre groupe. Pourquoi vous avez mené la chasse après les 2 coureurs ? J'ai vu que tout le monde était un peu limite dans la bosse. Moi, je voulais pas du tout ralentir par rapport à Soraka. Le but, c'était de perdre le moins de temps possible sur lui. Donc, j'ai assuré le tempo jusqu'en haut et puis après, on s'est relayé pour la descente.
et on lui souhaite bon courage pour demain. C'est un concert inédit qu'il n'avait donné jusque-là qu'en privé. La mezzo-soprano Aurore Hugolin et le pianiste de jazz Laurent Delassus se produiront pour la première fois demain soir sur la scène de l'Ancre à Cayenne. Alma Soul Opera, c'est le voyage, le mélange de deux univers musicaux allant de Beethoven à Brandy en passant par Angie Stone. Catherine Boutet, Séfiane Dehi ont assisté cet après-midi à la répétition. Habanera, extrait de Carmen de Bizet. Aurore Hugolin l'a interprété des dizaines de fois sur des scènes internationales. Depuis sa sortie du Conservatoire de Paris en 2004, l'opéra est le quotidien de cette mezzo-soprano. Ma grande passion, quand même, avant tout, c'est d'interpréter des rôles et des personnages. Et ça, on le trouve qu'à l'opéra, où là, vraiment, il y a toute la dimension scénique, avec les costumes, l'orchestre, toute une histoire de bout en bout. Et ça, j'avoue que c'est vraiment ce que j'adore. Alma Soul Opera permet donc à la chanteuse lyrique guadeloupéenne de se redécouvrir dans un répertoire plus intime et revisité. Une ouverture favorisée par ses retrouvailles pendant le confinement avec le pianiste de jazz Laurent Delassus. Un concert-spectacle créé à deux. Le public verra qu'on raconte tout ça, donc il y a beaucoup de complicité, il y a des anecdotes du passé. Donc oui, on est complices parce qu'à l'époque, justement, on travaillait beaucoup ensemble et donc on retrouve ça même X années, on ne va pas dire combien, X années après. Et l'idée, c'est que justement avec Aurore, comme on avait un répertoire qui était assez éclectique, l'idée c'était de se dire, ah tiens, tu te souviens quand on faisait du jazz, on jouait ça, on faisait de la soul, on faisait aussi du classique. Et voilà, donc l'idée c'est de pouvoir redonner tout ça et repartager tous ces moments avec les gens qui viennent nous écouter. Carmen, Didon, mais aussi les reprises d'Angie Stone, Brandy ou encore Prince feront donc vibrer la scène de l'Ancre, un voyage sans frontières dans de la belle musique. Un spectacle à voir demain à partir de 20h sur la scène de l'Ancre à Cayenne. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain, l'info revient dès 6h en radio avec Isabelle Le Rouge. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et vous donne rendez-vous sur ce plateau demain soir, même heure, même chaîne. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.